Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, et oui, je vais vous parler du Boléro de Maurice Ravel, mais en tant que film biopic réalisé par Anne Fontaine, qui a fait notamment Président ou Police, ça je crois que c'est ses deux précédents, et qui nous revient ici donc avec un biopic musical, un énième, après Bob Marley là récemment à l'affiche, en attendant Amy Winehouse, Charles Aznavour et ensuite Michael Jackson ou les Beatles. Bon, là on est dans la musique classique quand même. Et pour interpréter ce grand compositeur français, qui a été, on va dire, rendu ultra célèbre justement par sa composition du Boléro, nous avons Raphaël Persona, qui porte bien son nom en tant qu'acteur, et à ses côtés, quelques actrices fort reconnues, telles que Doria Tillier, qui joue sa muse, Jeanne Balibar dans le rôle de Ida Rubinstein, danseuse, créatrice, enfin surtout ici mécène pour la création d'un ballet qu'elle va commander à Maurice Ravel. Il y a aussi Emmanuel Devos, sans oublier Vincent Pérez, qu'on voit en tant que meilleur ami de Ravel, et d'autres que je ne vais pas forcément nommer, mais qu'on peut reconnaître. Anne Alvaro, oui, qui joue la mère de Maurice Ravel. Elle apparaît 2-3 fois dans le film, mais c'est assez marquant. Et il y a donc... est-ce que c'est un film centré sur toute la vie de Ravel ou juste sur la création du Boléro? Bon, un peu des deux, mais quand même, on n'a pas que donc, cette masterpiece musicale qui est certes au centre de l'intrigue, mais uniquement représentée. Parce qu'on va quand même d'abord voir au tout début du XXe siècle, quand il est très jeune et qu'il se fait rejeter par le conservatoire, quelques flashbacks durant la Première Guerre mondiale, qui peuvent être discutables, mais pourquoi pas. Et surtout, bah oui, à la fin des années 20, grosso modo, le crescendo à l'image de ce morceau de 17-18 minutes selon les versions, qui va précéder une création compliquée, parce que Maurice Ravel a du mal à donc trouver une bonne mélodie pour le ballet que Rubinstein lui, on va dire, commande, et à un moment, à force d'entendre des trucs autour de lui, il le sent que l'idée se cache quelque part, et le film insiste bien avant que ça germe dans sa tête sur le ta 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 et autre chose, motifs qui vont ensuite donner donc ce côté répétitif, lancinant de ce grand morceau que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie et même peut-être plus de 100 fois dans sa vie, parce que c'est partout. C'est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre en fait, reconnus mondialement du XXe siècle. Sauf que on va se concentrer aussi sur la personnalité de Maurice Ravel, qui a terminé sa vie avec une petite maladie quand même bien gênante et dégénérescente qui va le conduire à sa fin. De toute façon, il n'y a pas de spoiler. Quand on parle d'un biopic musical, moi je pars du principe qu'il n'y a pas trop de spoiler, si ce n'est sur certaines scènes que je ne vais pas forcément révéler ici. Et c'est un film de cinéma. C'est un film musical. C'est aussi un ballet esthétique à certains moments. Et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va rester en tête. Pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire globalement. Même si je peux avoir des réserves, c'est pas le genre de métrage que tu vas oublier derrière. Je pense que c'est aussi dû donc à l'aspect musical, si on aime la grande musique classique, et puis ce morceau-là, c'est toujours assez intriguant de voir comment il est né. Alors attention, c'est de la libre adaptation, évidemment, Anne Fontaine, elle a certainement fantasmé certaines choses, très probablement, y compris cette romance-là avec Missia, c'est un personnage qui a vraiment existé, mais est-ce qu'il a vraiment été la muse maîtresse? On ne sait pas trop. De Maurice Ravel, c'est un peu compliqué là-dessus, sur la personnalité de ce grand compositeur, je vais y revenir après. Mais oui, certaines libertés, mais aussi un art de la reconstitution d'époque, certes, et aussi, Anne Fontaine a poussé on va dire, le délire à aller filmer la maison de Maurice Ravel, le Belvédère, à Montfort-Amaury, qui, je crois, est l'endroit où vit mon cher camarade et collègue illustre connu, s'il passe par ici. Si je dis des bêtises, il me corrigera et me baffera en commentaire. Bref, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a l'aspect historique quand même, on sent qu'il y a une attache à ce qui a pu se passer, mais aussi des libertés. Ça fait quand même, de toute façon, de ce Boléro une sorte de biopic classique sur pas mal de points. Il y a des choses que je trouve peut-être trop insistantes, comme justement cette relation avec donc sa muse compagne, mais pas vraiment compagne. Ça reste très platonique entre les deux, et pour cause, Maurice Ravel, il n'est pas très porté sur la chair, et on sent qu'il est bloqué dans son monde. C'est peut-être intéressant, c'est le truc qui est le plus développé du film en soi. Mais oui, ça revient, ça badine un petit peu dans des parcs, c'est beau, il y a des très beaux plans, mais tu as l'impression que c'est un peu forcé pour
mettre en avant de beaux moments de photographie, faire vraiment du cinéma, alors que finalement le film n'a pas besoin de ça pour en être. Y compris ses flashbacks, alors autant certains sont passionnants et pertinents, je trouve, par exemple, le tout début, c'est pas vraiment un flashback, finalement l'intrigue commence là et après on a une ellipse. Mais avec la mère aussi qui va soutenir son fils qui est rejeté, on voit déjà l'obsession et son idée qu'il entend peut-être la musique partout, après il doit la remettre donc en composition, c'est pas forcément tout le temps évident d'ailleurs. Donc oui, mais après les moments où il se perd aussi dans ses souvenirs, que ce soit justement avec le personnage de Doria Tillier ou avec ses petits instants à la guerre, où forcément il peut pas écrire de la musique, mais elle est dans lui. Ouais, ça, c'est pas forcément très utile. C'est marrant parce que j'ai pas trop compris où Anne Fontaine voulait en venir avec cette histoire de mère qui est récurrente, tout le temps, qui revient dans le film. Est-ce que c'est peut-être à cause de cela qu'il a jamais pu avoir une vraie relation avec une femme? Ou alors c'est juste la musique? Je suis pas certain, même si Anne Alvaro, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est très fort et c'est très touchant, évidemment. Mais je ne sais pas si... peut-être que j'ai besoin de plus maturer ça pour essayer de trouver une véritable raison cinématographique et thématique, au-delà donc de cette obsession et ce côté très enfermé d'un personnage qui est passionnant, et qui est brillamment interprété par Raphaël Personnage, je trouve, parce que c'est un acteur qui en fait pas trop, on voit qu'il vient du théâtre, hein, c'est assez classique dans son interprétation, mais il arrive à avoir, on va dire, ce côté très froid, j'ai envie de dire, clinique même, d'un Ravel qui sait pas trop comment vivre en société, même s'il fait l'effort par moment. Et surtout, la relation aux femmes qu'il a, c'est très, très bizarre. Notamment avec les prostituées, quand il va avoir des prostituées. Oui, mais bon, il fait juste... il fait rien hein, avec. Il demande à une de mettre les gants de sa maîtresse qui n'est pas là, qui a oublié ça dans un taxi. T'as l'impression que parfois, c'est l'impression que ça donne, il fantasme ou il est en pleine illusion de la présence donc de Missia Certes, c'est son nom complet, dans certaines scènes. Tu te demandes même si elle est là des fois, parce que comme il se remémore des trucs, quand à un moment il y a un passage au bord de la mer là, qui intervient après une scène où on ne sait plus s'il est avec elle ou pas, c'est bizarre, et là pendant 5 minutes, moi je me suis dit, mais elle est vraiment là ou pas? D'autant plus qu'à la fin du film, il y a une idée aussi de personnage qui est là, et puis pas là, parce que bah, dans sa tête ça commence à vaciller. N'est-ce pas là aussi le message d'Anne Fontaine qui veut montrer que cet artiste a toujours eu quelque chose d'étrange, peut-être neurologiquement, ou qui connectait bizarrement dans son cerveau, qui allait amener peut-être du coup à cette maladie, mais qui était déjà lancinante, et qui lui a permis aussi d'être le génie qu'il était, avec cette obsession des rythmes, des tempos, du temps, tout ça, et qui peut-être lui a permis de composer pas mal de concertos et tout, mais surtout donc ce boléro de Ravel. Peut-être que c'est aussi ça l'idée, c'est qu'un génie, peut-être, son cerveau ne fonctionne pas comme les autres, il le sait qu'il est unique, hein, Ravel d'ailleurs, dans le film il le dit plus d'une fois. C'est pour ça qu'il se refuse des relations charnelles, etc. Parce que pour lui, le véritable amour, c'est peut-être la musique qu'il pourrait offrir et qu'il pourrait faire. C'est quand même intéressant, mais ça peut rester aussi vague. Donc là, je suis un peu dans l'interprétation libre, mais je pense que c'est ce que Anne Fontaine a voulu faire aussi. Parce qu'elle a fait avant tout un film sensoriel, qui est plein de sensibilité, mais pas une sensibilité habituelle, même si sur certains moments de dialogue où c'est trop peut-être écrit, je trouve. Là, j'en reviens à ces moments entre donc Ravel et Missia. Ça colle peut-être pas avec l'idée que le film aurait dû être encore plus dans une transcendance de cela et dans un côté sensoriel ultime, mais il y a des moments évidemment où ça fonctionne. Et là, avec Jeanne Balibar, hein, qui est extraordinaire là aussi dans son surjeu, mais ça colle parfaitement avec le personnage d'Ida Rubinstein qui était particulière, elle était plutôt vers la fin de sa carrière à l'époque en plus, et qui là essaye de la relancer avec ce ballet. Et elle insiste et tout. Il y a des scènes marquantes entre elle et Ravel, et donc Raphaël Personnage, notamment dans cette usine où on sent que ce côté mécanique de la musique, et oui, le rythme qui peut faire, voilà, rappelle les machines, et c'est dit ça. Voilà. Donc ça, c'est Anne Fontaine qui a pris des vrais trucs, des vraies déclarations à droite à gauche aussi, et d'analyse musicale pour retranscrire cela. Mais après, oui, elle a dû aller ailleurs pour aller au-delà donc d'un personnage que beaucoup de gens se sont fantasmés puisqu'il était secret. Et oui, après, dans la mondanité, tout cela, ouais, bon, c'est pas rapport aux critiques, c'est un échec, hein. Ravel, c'est un échec global face aux professionnels, mais avec ce boléro, qui est peut-être pas forcément sa composition la plus aboutie, en termes techniques, hein, je veux dire, bah, c'est là qu'il va réussir à sortir le truc qui marquera l'univers et qui rentrera dans l'éternité. D'ailleurs, le film me fait rentrer dans l'éternité à la fin, sans en dire plus. Peut-être un peu poussé et forcé aussi, mais ça passe. Le message est là. Et dès le début, le générique est génial. Tiens,
J'y pense là maintenant. Générique qui montre que le boléro de Ravel a été repris partout dans le monde, en world music, en toutes les, à peu près tous les styles musicaux. Moi j'entendais d'ailleurs, je pars un petit passage où ça a été repris en rock metal, mais non, je suis sûr que ça a été fait. Anne Fontaine a oublié. Non, mais je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais j'imagine que oui, fatalement. Parce qu'il y a eu des groupes de métal qui ont repris des thèmes classiques, dont le boléro, j'imagine très certainement, mais j'ai pas en tête là. Mais ouais, c'est très intéressant comme introduction, qui nous montre que Ravel et le boléro, surtout, sont partout. Voilà, et ça lui a permis d'aller au-delà, même si du coup sa vie ne s'est pas résumée au boléro, et que lui-même voulait pas non plus résumer son talent et ses créations au boléro. Donc c'est un film qui est un peu entre les deux là-dessus, entre pleinement épouser donc la personnalité particulière de Ravel, et totalement nous montrer l'idéal potentiel fasciné, on va dire, de la création d'un thème qui est, voilà, qui est un petit peu d'une chanson sévillane à Valencia, ou je sais plus trop quoi, à un moment, oui, grâce à sa gouvernante, là, je crois qu'elle est jouée par Sophie Guillemin, aussi, que j'ai reconnu. Oui, il y a des moments très intéressants. Film qui fait 2 heures et qui les vaut. Mais on va pas forcément s'ennuyer, même s'il y a des trucs que j'aurais personnellement enlevés pour développer d'autres choses, mais je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas auteur. Anne Fontaine-Lay, elle a plutôt réussi son pari, et oui, parce que des 3 films, consciemment, les 2 derniers que j'ai vus, donc Police et Président, plus celui-là, donc de ces 3-là, c'est peut-être son meilleur. Président, j'étais un peu déçu, Police, c'était bien, mais bon. Là, oui, ça prouve qu'elle est versatile, parce que là, en 3 films, 3 trucs très différents quand même. Et là, on a voilà, quelque chose qui fonctionne très très bien, avec une direction musicale derrière oui, je crois qu'il y a Bruno Coulet aussi, hein, qui est parmi les personnes qui bossent, parce qu'ils sont plusieurs, hein, pour la supervision musicale ou la création autre que les thèmes de Ravel. Voilà, l'idée donc est là, allez le voir, c'est un film intéressant quand même, qui sort un peu de certains carcans, même s'il épouse une forme assez classique aussi, même, voilà, il y a des moments où on joue aussi avec un peu la lumière et les souvenirs, voilà. Et bien sûr les sons. Gros travail du son aussi. C'est un film qui pourrait avoir quelques Oscars non. Bon, non quand même pas. Mais quelques Césars techniques sur ce plan-là. Et Raphaël Persona, moi j'avoue, j'ai vraiment aimé sa prestation. Il y a quelque chose de fort. Voilà. Il épouse bien le mystère Ravel et l'unicité de ce personnage. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui pourrait diviser, mais je pense qu'il va plutôt être apprécié. Donc à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!